1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, bienvenue donc à la Cité de la Réussite pour ce débat. À l'heure de l'égalité et de la mixité, l'intitulé de ce débat est volontiers provocateur. Un monde au féminin serait-il meilleur ? Mais je dirais tant mieux qu'il soit un peu provocateur parce que ça va nous permettre avec nos invités ce matin de débattre autour de cette question, mais surtout de lever certains stéréotypes grâce à vous et grâce aux questions qu'ont préparées les étudiants. Parce qu'effectivement, alors que beaucoup de progrès ont été réalisés chez nous sur l'égalité hommes-femmes, notamment, vous le savez bien, avec les lois sur la parité, nous sommes, j'ai envie de dire, à un nouveau tournant. Et j'en tiens pour preuve les propos qui ont été tenus au Women's Forum la semaine dernière, les propos tenus par Najat Vallaud-Belkacem, notre ministre des Droits des Femmes et porte-parole du gouvernement. Najat Vallaud-Belkacem, elle a 35 ans et elle se dit appartenir à la 3e génération des droits pour les femmes, celle des droits effectifs pour toutes et tous et du changement profond des mentalités. La première génération ayant été la conquête des droits civils et politiques, l'effacement des discriminations.
la fin de l'infériorité juridique des femmes, et la deuxième génération, celle des droits spécifiques aux femmes liés à leurs conditions, comme la liberté de disposer de son corps. Donc l'enjeu désormais est clair, et on va en discuter ce matin, c'est celui de la mixité, à la condition, bien sûr, que l'égalité soit bien effective. Or, certains d'entre vous le savent, le vivent, et certaines, je vais les dire, le constatent. Dans le monde professionnel, l'égalité des rémunérations tarde à se réaliser. En France, je vous rappelle un chiffre, les femmes perçoivent encore des salaires inférieurs en moyenne de 27% à ceux des hommes. Quant au métier, parmi les 87 branches professionnelles en France, seuls 11% emploient la moitié des femmes actives. Et à l'origine, qu'est-ce qui se passe ? Souvent des stéréotypes qui figent les parcours scolaires en fonction du sexe, plus qu'en fonction des envies ou des compétences. Et le fameux plafond de verre, en fait, et la ministre l'a bien rappelé également, c'est donc la conjugaison de l'autocensure et des discriminations qui prennent racine dans ces stéréotypes. Attention au risque de valoriser les femmes en raison de soi-disant compétences spécifiques, dites compétences féminines. Là, je cite la ministre. Il y a une mauvaise raison de promouvoir les femmes en raison de ces qualités présupposées. Alors, je vous pose la question, et on va se la poser ce matin tous ensemble. Les femmes seraient-elles des hommes comme les autres ? Ou faut-il considérer qu'un monde au féminin serait meilleur ? Alors, avec nous, j'invite à nous rejoindre pour débattre autour de cette question Brigitte Grésy. Brigitte Grésy est inspectrice générale de l'IGAS, membre de l'Observatoire de la parité et du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Elle œuvre depuis plus d'une dizaine d'années sur les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes et dans les lois pour la parité. Et puis également donc Muriel de Saint-Sauveur. Muriel de Saint-Sauveur est directrice de la diversité du groupe Mazars. Elle est auteure aux éditions de l'Archipel d'un livre qui est sorti en 2011. Alors malheureusement, je l'ai oublié, je voulais vous le montrer, mais qui s'intitule « Un monde au féminin serait-il meilleur ?» et qui a inspiré donc le titre de ce débat. Donc c'est avec elle, de façon un peu provocante, que nous allons ouvrir. Et elle a interviewé une centaine de femmes dans 32 pays différents au cours de sa longue enquête. Et puis elle œuvre également, elle nous en parlera, à faire rentrer les femmes dans le monde de l'audit. Et puis Karine Guldemann est déléguée générale de la Fondation Elle. Donc c'est la seule fondation d'entreprise soutenue par un magazine, en l'occurrence magazine féminin, le magazine Elle, que vous connaissez toutes et qui est identifié dans ses valeurs féminines. Et cette fondation aide à soutenir financièrement des projets mis en œuvre par des associations qui aident les femmes et les filles en France, comme l'ADI, qui permet la réinsertion grâce au microcrédit, ou encore dans différents pays, comme au Guatemala, avec les 3/4 du monde, qui accueillent des jeunes filles vivant dans la rue pour leur apprendre à lire et à écrire. Et puis enfin notre homme du débat, Jean-Claude Kaufmann. Jean-Claude Kaufmann, qui est donc sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux livres sur le couple et la vie quotidienne. Il est assez connu pour l'originalité de ses sujets d'enquête. Alors, je ne résiste pas à vous en dire quelques thèmes. L'analyse du couple par son linge dans la trame conjugale, le développement de la vie en solo dans La femme seule et Le prince charmant. Et puis, c'est un chercheur, on va dire, des mouvements de la société contemporaine. Et donc, il va également éclairer ce débat autour des stéréotypes et de la place de la femme dans la société. Alors j'avais envie de commencer tout de suite par Muriel de Saint-Sauveur, puisque c'est elle qui donne le titre à notre débat de ce matin. Et j'ai senti aux questions des étudiants, et puis sans doute vous êtes nombreux ce matin, que la question est suffisamment provocante pour vous mobiliser. Alors j'ai envie de vous la poser. Un monde au féminin serait-il meilleur, Muriel de Saint-Sauveur? Allumé, voilà. Je suis ravie de voir qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans cette salle, finalement. C'est assez sympathique pour démarrer le débat ce matin. Le titre est accrocheur volontairement. Je l'ai choisi pour provoquer parce que je crois que ce débat est un débat qui est ouvert, dont nous n'avons pas du tout les réponses et dont nous ne les aurons pas aujourd'hui. Et c'est ça qui est notre chance. Je l'ai choisi volontairement accrocheur pour faire partie de ce débat aujourd'hui, pour deux raisons. Il y a une raison professionnelle. Comme vous l'avez dit, je travaille dans l'audit, je travaille dans un groupe international d'audit et de conseil qui est présent dans 70 pays et qui recrute 50% de jeunes filles, 50% de garçons.
à peu près, globalement dans le monde, sur 13 000 personnes. Et lorsque nous arrivons au management, au top, nous ne retrouvons plus que 14% de femmes. Elles sont parties, elles partent entre 30 et 35 ans. Nous avons donc un problème dans la société, dans le groupe Mazars, qui consiste à pourquoi les femmes nous quittent-elles et pourquoi ne pouvons-nous pas les garder, puisque forcément nous serions meilleurs si nous étions mixtes. Et je ne milite pas pour un monde au féminin, je milite pour un monde d'égalité des deux sexes. Et puis, il y a aussi un côté personnel. Vous êtes toujours vous-même, même si vous travaillez quelque part. Je suis une femme. Je travaille dans beaucoup de pays chez Mazars, puisque je m'occupe de la communication de 70 pays. Et force est de constater qu'on peut lire des choses, mais lorsqu'on les voit, on voit que dans la moitié du monde encore, les femmes sont discriminées à cause de leur sexe. Donc, il y a un problème économique et de business, il y a un problème de justice sociale. Les deux ensemble, vous ne pouvez pas ne pas faire quelque chose. Alors mon livre, c'est ma petite pierre au débat. Alors une petite pierre, vous avez voulu, je disais en introduction volontairement provocante, parce qu'en même temps, est-ce qu'un monde féminin serait-il meilleur enfin, au cours de votre enquête, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait être assez prudente, on va dire, sur l'aspect des valeurs féminines et masculines. Ça, c'est un grand débat. On démarre tout de suite par les valeurs, le genre. On va. Alors, on part du principe qu'il y a deux sexes biologiques, mais il y a une construction sociale. Nous sommes dans des constructions sociales qui peuvent être différentes suivant les cultures, suivant les pays. Je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez le monde, il y a deux sortes de pays schématiquement. Vous avez les pays démocratiques, où les hommes et les femmes vivent ensemble, où leur construction sociale est en évolution, puisque nous sommes là aujourd'hui pour y réfléchir. Donc nous sommes dans un pays libre où nous réfléchissons à ce que nous sommes, hommes et femmes. Et ni l'État ni la religion ne nous imposent quelque chose aujourd'hui. Et puis vous êtes dans des pays plus ou moins démocratiques où la religion est primordiale, va déterminer le rôle de chaque sexe de façon très précise, va l'enfermer dans un rôle, va enfermer chaque sexe dans un rôle, et surtout va faire en sorte que les hommes et les femmes vivent dans des lieux séparés. Donc le monde, il est divisé un peu comme ça aujourd'hui, avec l'Europe qui est plutôt la démocratie, les États-Unis, et puis le Pakistan, l'Iran, certains pays arabes, d'Afrique, où les femmes n'ont pas le choix. Ensuite, je ne vais pas vous répondre s'il y a des valeurs masculines ou des valeurs féminines. Je pense que nous avons tous en nous ce genre de valeurs. Simplement, comme le monde est un peu binaire, on a toujours considéré qu'il fallait un mieux et un moins bien. Les valeurs masculines, c'était les valeurs fortes, nobles. Les valeurs féminines sont les valeurs, encore pour beaucoup de personnes, des valeurs de faiblesse. Donc, on a amené les hommes à respecter leurs valeurs masculines et à ne pas utiliser leurs valeurs féminines. Et on est dans une dualité qui les oppose encore. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse travailler pour que chacun puisse exprimer ses valeurs, qu'elles soient masculines ou féminines, et qu'elles soient égales. Parce qu'on voit encore des métiers qui deviennent trop féminins, et devenant trop féminins, qui sont dévalorisés parce qu'ils sont trop féminins. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que ça donne l'aspect du parcours qui reste en fait devant nous. Alors justement, Brigitte Grésy, donc vous incarnez l'aspect législatif, enfin vous êtes battue pour conquérir pour les droits, et on parlait également d'égalité, et ne pas confondre justement ou trapper trop vite l'égalité au sein de la mixité, parce qu'il reste à faire pas mal de choses aussi encore en matière d'égalité. On en est où aujourd'hui justement dans ce débat, avant même de s'attaquer aux stéréotypes, parce qu'on dit qu'on est en train de passer justement vers l'aspect, et on va revenir sur l'aspect culturel, mais il semblerait que vous qui défendez la cause des femmes dans les instances européennes et politiques, qu'est-ce qui vous semble encore important à défendre ? Oui, alors je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde extrêmement paradoxal. En même temps, c'est vrai que la révolution du XXe siècle, c'est quand même le travail des femmes. Alors les femmes ont toujours travaillé, mais l'entrée dans le salariat, dans le tertiaire, c'est quand même relativement récent. Et aujourd'hui, on a une population active féminine extrêmement importante. Alors ça, c'est une grande révolution. De même, l'accès des femmes à la formation initiale à très bon niveau. Moi, je rappelle qu'aujourd'hui, en Europe, les 2/3 des diplômés du 3e cycle, ce sont des femmes. Et donc, la scolarisation des femmes et leur réussite dans le monde scolaire, réussite supérieure à celle des garçons, donc là, il y a plein de causes également, on pourrait en parler, est également quelque chose d'extraordinairement positif. Mais en revanche,
cette extraordinaire avancée s'accompagne en même temps de régression. Si on ramène en équivalent temps plein le taux d'emploi des femmes aujourd'hui, alors il n'y a pas de progression du travail féminin depuis les années 90, ce qui montre que les femmes entrent majoritairement sur le marché de l'emploi aujourd'hui par le temps partiel. De même, il ne faut jamais l'oublier, nous avons un écart croissant aujourd'hui entre les femmes qualifiées qui jouent le jeu de la mixité, plus ou moins, avec les stéréotypes sur lesquels on reviendra, qui sont victimes du plafond de verre, toujours et encore, qui sont victimes d'inégalités de rémunération, et les femmes non qualifiées qui s'enfoncent dans la précarité. Et c'est là où il y a eu un petit peu cette mystification, là, cette tromperie un peu sur la crise, où ils ont dit, mais vous avez vu la crise, ça a détruit de l'emploi masculin, ça a détruit de l'emploi industriel, mais la crise, elle est en train de détruire y compris de l'emploi féminin, précisément parce que les femmes sont plus souvent dans des contrats à durée déterminée, dans des contrats précaires, et qu'on sait bien qu'en temps de crise, c'est vraiment le travail, les emplois de sous-traitance, de service à la personne, qui sont aussi menacés. Et donc, on a un écart croissant entre ces deux catégories de femmes. Et puis, nous avons toujours une parentalité totalement bancale. Alors, quand je suis dans mes bons jours, je dis qu'elle est mal tempérée. Quand je suis dans mes mauvais jours, je dis qu'elle est bancale. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours une sous-traitance extraordinaire des hommes sur les femmes du travail du care qui leur revient à moitié. Et on a toujours 80% des tâches domestiques et les 2/3 du temps parental qui sont pris en charge par les femmes, en sachant que du même coup, le temps s'organise de façon extraordinairement trompeuse, puisqu'on a, c'est vrai, 1h30 de plus des hommes dans le travail, mais un travail rémunéré par jour, et 1h30 de plus des femmes dans le travail non rémunéré, le travail du care, et que, in fine, il y a des décomptes temporels comme ça, qui sont un petit peu trompés, truqués, parce que les femmes cadres travaillent chez elles beaucoup, cette quantité de travail n'est pas prise en compte. Et donc, tant que ce partage des tâches ne sera pas mis sur la table avec des mesures précises en face, alors nous n'arriverons pas à l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous entendez par mesures précises en face? Parce que quelles mesures on peut mettre justement dans ce domaine-là? Alors, moi, je crois beaucoup à la notion de parentalité tout au long de la vie. Je crois que l'idée qu'il y a des salariés toujours performants, jamais malades, ça n'existe pas, c'est un mythe. En fait, tout salarié, quel qu'il soit, toute personne, elle est prise dans un réseau d'interdépendance, ce réseau du care, qui est pris en charge majoritairement par les femmes, mais qui est la condition même de la performance des individus, et de leur bien-être et de leur équilibre de vie. Donc je crois qu'il faut travailler sur cette parentalité. Alors c'est des mesures qui nécessitent en quelque sorte un concert d'acteurs. C'est les pouvoirs publics avec des services aux familles qui soient vraiment à la mesure des demandes, notamment en région parisienne. C'est les entreprises qui doivent travailler sur le temps au sein de l'entreprise, mais aussi sur l'évaluation RH qui est faite à la mesure du temps, mais d'un temps masculin. C'est aussi dans les couples beaucoup plus de négociations conjugales. C'est globalement dans toute la société la lutte contre les stéréotypes. C'est donc un jeu d'acteurs, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui, alors justement, on a parmi nous un sociologue qui a travaillé ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude Kaufmann? Je rappelle que la ministre, enfin, Najat Vallaud-Belkacem, veut s'attaquer justement au congé de parentalité et notamment y inclure les hommes et casser le stéréotype en entreprise qui voudrait que les hommes en fait ne prennent pas ce congé de parentalité, donc les pousser à ça. Donc ça va dans le sens de ce que vous nous disiez à l'instant. Mais Jean-Claude Kaufmann, alors vous qui avez étudié les familles de près, cette question de la parentalité, vous pensez que c'est une clé de la mixité, de l'égalité? Alors, d'abord, permettez-moi d'intervenir de façon très modeste, avec une petite voix. Je suis dans mon petit coin, là, parce que j'ose non, pas de ça chez nous. Non, parce qu'on n'arrête pas de dire que la société est dominée par les hommes. On a un débat sur les valeurs féminines, et il y a encore un homme qui est là, qui prend la parole. Alors, j'ose à peine. Hein, non, mais justement, c'est ce qu'on va dire ce matin. On a besoin de vous. Bon, et alors, merci. Alors, du coup, ça y est, je vais intervenir beaucoup plus fort. Il faut les rassurer narcissiquement. Je rebondis. Alors, le débat est déjà lancé. Il y a plein de thèmes. C'est très, très riche. Ça y est, j'ai pris le micro. Je ne vais plus le lâcher maintenant. Ah. Donc, on a entamé le débat valeurs masculines, valeurs féminines. Je pense qu'on va y revenir. Mais là, on a attaqué cette énorme question de l'égalité et du partage. Et il faut remettre cette question sur la table.
Parce qu'on a l'impression que ça y est, c'est terminé. Il reste 2-3 boulons à serrer, on est presque à l'égalité. Puis on voit plein d'exemples extraordinaires autour de nous, de jeunes couples qui partagent les tâches, etc. Alors non, pas du tout. Ce qui a avancé de manière formidable, c'est l'idée d'égalité, c'est le principe. Ce principe démocratique fondamental est inscrit dans les mentalités aujourd'hui et de tout le monde. C'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Et au moment où on veut mettre en pratique, ça devient plus difficile. Alors pourquoi je parle de l'égalité, et surtout dans l'égalité dans le couple? Parce que ce n'est pas la petite question annexe, c'est la question pour moi absolument centrale. Oui, il reste des blocages au partage à l'égalité entre hommes et femmes dans l'entreprise, avec l'absence des services publics, etc. Mais le point de blocage central, c'est dans le fonctionnement conjugal. Quand on dit, vous l'avez dit, vous avez rappelé ce chiffre de l'enquête de l'INED récente, 80% des tâches ménagères et familiales effectuées par les femmes. On me dit, quand je redonne ces chiffres, vous devez vous tromper. Vous devez vous tromper, c'est pas comme ça, la société évolue, on le voit. Oui, au tout début du couple, il y a cette motivation, et au tout début du couple, c'est facile, parce qu'il n'y a presque rien à faire. La plus grosse tâche ménagère d'un tout jeune couple, c'est la vaisselle. Ah, donc ça amuse, c'est facile. Et dès le début, on va voir que les manières de faire ne sont pas les mêmes. Alors là, valeur féminine, valeur masculine, on ne renvoie pas à une différence de nature, surtout pas, mais à deux histoires différentes qui nous ont inscrits dans les profondeurs du cerveau non conscient, des gestes, des manières de faire. L'homme qui prend le balai, par exemple, ça l'amuse, il va prendre le balai. Et peut-être qu'il va avoir un style très arrondi, hein, ce qui est très peu masculin, mais il va oublier un petit peu les ongles. Et ça peut agacer fortement la jeune femme qui va lui reprendre le balai des mains. Vous avez parlé d'un jeu. C'est un jeu, c'est un jeu à plusieurs acteurs très complexes qui va réactiver des mémoires profondes, des stéréotypes et réinstaller une inégalité. Ces 80% sont en dessous de la réalité, parce que l'enquête très rigoureuse de l'INED ne prend en charge que le travail manuel. Qui fait quoi, avec des carnets d'études du temps, qui fait quoi tous les 5 minutes, c'est très calculé. Mais l'inégalité est encore plus grande quand on regarde ce qui se passe dans la tête, la charge mentale. Qui, toute la journée, pense à toutes les petites choses qu'il va falloir faire, les risques pour l'enfant, etc. Encore plus que 80%, c'est la femme. Un indicateur seulement. Le matin, on se lève, bébé a de la fièvre. Déjà, pour définir s'il est malade ou pas, ça dépend de l'investissement professionnel de la femme. Il y a une différence d'1 degré pour décider s'il est malade ou pas, selon son investissement professionnel. Qui va prendre sa journée? C'est un arbitrage entre travail et famille. Papa voudrait bien, franchement, mais il ne peut pas. Et quel est le chiffre à ce moment-là? Entre hommes et femmes, la femme a 99%. 99%. Et quand on comprend, parce que quand les enfants arrivent, alors là, c'est plus simplement passer le balai. Hein. La charge va être extrêmement lourde. Et c'est là qu'on va retrouver le plafond de verre. Parce que comment s'investir à 100% dans le travail, avoir la tête disponible pour le travail, pour des projets de haut niveau, etc., quand on a toujours la famille dans la tête. Alors bien sûr, il y a des blocages dans les entreprises, dans le système politique, etc. Mais le mécanisme principal, c'est là. Et je terminerai juste un petit mot sur le congé parental. Alors ça, c'est un élément extrêmement important. Mais pour moi, il n'y a qu'une manière d'avancer. Il faut instaurer un congé paternité, oui, comme en Suède. Ouais. C'est-à-dire que si les hommes ne prennent pas leur jour, il n'y a pas de congé. Oui, c'est ce qui Donc est... il faut quelques mesures un petit peu coercitives, comme ça. C'est ce qui est l'étude. Si on laisse les choses faire, l'inégalité se réinstalle. Oui, parce que pour rebondir sur la journée prise par le papa, c'est difficile pour lui d'expliquer dans son entreprise qu'il prend sa journée parce que ses enfants sont malades. On est d'accord aujourd'hui. Non, mais j'arrête. J'avais dit que j'avais été... Alors non, juste pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, il y a des études aujourd'hui, notamment un cabinet Diverseo, mais vous le trouverez sur Internet, qui a fait une étude pour montrer que pour l'inconscient, le leadership est encore un attribut masculin. En fait, ils ont montré des photos de femmes célèbres et d'hommes célèbres, un panel
panel d'hommes et de femmes. Et en fait, tout de suite, les attributs de leadership sont attribués aux hommes, et même les femmes célèbres, et notamment il y a une photo de Christine Lagarde, n'est pas reconnue comme étant un attribut de leadership dans cette étude. Donc ça vous laisse, je fais une parenthèse, mais le chemin à parcourir. Mais Karine Guldemann, vous qui est donc à la fois déléguée générale de la Fondation Elle, je le rappelle, mais aussi au sein d'un magazine féminin, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Jean-Claude Kaufmann? C'est-à-dire, vous avez le sentiment que passer par la famille et la conjugalité et ce partage des tâches, c'est essentiel pour déboucher sur une mixité ou une égalité plus professionnelle? Est-ce que c'est par là qu'on prend le sujet? Est-ce qu'on le prend plutôt par le biais politique ou entreprise? Évidemment, par tous les côtés, mais qu'est-ce que vous pensez de cet aspect de la conjugalité? Moi, je crois qu'il y a surtout deux façons de regarder les choses, et je les regarderai surtout à l'aune de mon travail quotidien. Moi, à la Fondation, mon job, c'est d'aider et de soutenir des projets qui aident les femmes à s'émanciper, surtout sur le plan économique. Et forcément, comme je suis à la tête d'une fondation de solidarité, je travaille avec des femmes qui sont en situation de grande précarité et de grande pauvreté. Je crois que pour ces femmes-là, finalement, le problème ne se pose pas comme ça et se pose de moins en moins comme ça. C'est-à-dire que, en fait, comme disait Brigitte tout à l'heure, on assiste à une paupérisation en France des femmes qui s'accélère de plus en plus. On a des femmes en situation qui sont toutes seules avec leurs enfants, qui ont des conditions de travail et de vie absolument édifiantes, et qui finalement, elles, ne se posent pas vraiment la question de savoir si le monde serait meilleur au masculin ou au féminin, s'il y a des problèmes de parentalité, de toutes ces questions-là. Donc, ce que je pense par rapport à tout ça, c'est qu'il y a vraiment deux choses. Et il y a le regard qu'on peut avoir quand on est effectivement femme cadre en entreprise, même cadre moyen, et puis quand on est finalement dans une situation de femme seule, pauvre, et qui subit la vie plutôt que d'être dans nos conditions à nous. Oui, Jean-Claude Kaufmann, sur cet aspect, effectivement, des femmes à deux vitesses, en fait, hein, ou d'un clivage. Oui. Plus on s'approche de la précarité, plus le jeu de rôle traditionnel se réinstalle. Parce que le risque majeur, c'est d'être exclu de la société des hommes, de la société légitime, de glisser vers la précarité et l'exclusion. Et pour les femmes, la manière de rentrer au tout début dans le minimum de cette société qui existe et qui est reconnue par les hommes, c'est le rôle féminin traditionnel. C'est avoir un logement, se marier, avoir une famille, avoir des enfants. Et après ce premier stade, s'ouvrir à la possibilité, éventuellement, si ça progresse bien, d'avoir un travail et de s'autonomiser. Mais on voit très nettement que plus on s'approche de la précarité, plus le principe de l'égalité est quelque chose de complètement abstrait et inaccessible. Il y a une espèce de préalable. Après, ça évolue très très vite. Je dirais, au niveau ouvrier qualifié, il y a cette aspiration très forte qui est une aspiration démocratique fondamentale de l'égalité entre l'homme et les femmes. Et c'est pour ça qu'on voit qu'on n'y est pas encore, parce qu'il y a plein de zones, il y a plein de points de blocage où les mécanismes inégalitaires sont à l'œuvre, notamment liés à la précarité, vous avez raison. Et Brigitte Grésy, sur cette question-là, comment la travailler au niveau politique, justement ? Alors, l'égalité, c'est notre principe de base. Hein. Ce n'est pas seulement parce que c'est un principe constitutionnel, c'est que c'est le principe qui donne du sens à la vie, qui donne du sens à l'action. Bon. Alors, c'est vrai que la question de l'égalité, on ne peut la traiter que par une approche systémique. C'est-à-dire, c'est une pelote avec plein de fils, et il faut tirer le plus de fils possible. Mais c'est vrai que tout est d'une certaine façon interpénétré. C'est ça qui est un peu compliqué. Alors, c'est vrai que les mesures pour aider les femmes précaires passent beaucoup plus par des mesures sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire des questions économiques. Je crois qu'il faut absolument moraliser le temps partiel. Aujourd'hui, le temps partiel, c'est devenu un mode de gestion de la main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs économiques, hein, que ce soit celui du nettoyage, parfois de la grande distribution, c'est-à-dire qu'on n'a même plus un emploi, comme dit Florence Aubenas, on fait des heures. Ah, j'ai des heures.
Donc il faut moraliser le temps partiel. Il y a beaucoup de choses dans le Code du travail, mais c'est, je crois, insuffisant. Et ça passe par la négociation ou par la loi si la négociation ne marche pas. Et puis, je crois que très globalement, il faut travailler à la fois sur des mesures juridiques. L'égalité ne s'obtient que par la contrainte. Les discours qui consistent à dire « mais attendons, dans 30 ans, dans 40 ans, vous verrez, les femmes sont là, elles seront au poste de responsabilité », ça ne marche jamais. L'égalité ne se produit que par la contrainte et que par la mesure. C'est pour ça qu'on m'a appelée un peu Madame Cotta, puisque je suis un peu, j'étais très, très impliquée dans ces 40% de femmes dans les conseils d'administration. Dans une organisation donnée, il faut compter, il ne faut pas en rester à l'intuition du genre non, les femmes sont partout, hein, comme dans les médias, on disait les femmes sont partout, elles sont grands reporters, elles sont à la tête des journaux télévisés. On a compté, il y avait simplement un tiers de femmes qui étaient présentes dans les émissions. Donc on met en tension les organisations en comptant, en prenant des indicateurs, en se donnant des objectifs, en évaluant et en sanctionnant si ça ne marche pas. Donc il y a à la fois une démarche, je dirais, un peu rigide, qui est une démarche en quelque sorte d'accompagnement juridique. Il faut contraindre, mais il faut aussi convaincre. Et ça, c'est le deuxième temps, convaincre. Et ça, c'est le plus dur, peut-être, comme vous dites très bien. C'est-à-dire de travailler sur les archaïsmes des cerveaux. On a aujourd'hui une espèce de dichotomie terrible entre un discours politiquement correct de l'égalité. Ça fait bien d'être égalitaire. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on ne l'est pas. Donc, on dit, oui, oh, moi je suis pour l'égalité. L'égalité, c'est formidable. Ça crée la performance. Quand il y a des femmes à la tête des organisations, ça marche mieux. Il y a une meilleure rentabilité financière globale. Il y a ce discours-là. Et puis, comme vous dites très bien, dans la pratique, on a des cerveaux archaïques, mais c'est normal parce qu'on est tombé dans la marmite des stéréotypes quand on était tout petit. Et c'est une potion maléfique, pas bénéfique. Mais on en reparlera, je crois. Et donc, il faut, deuxième axe, convaincre. Et convaincre, eh bien, ça passe par des tas d'actions, d'abord de démonstration. Pourquoi est-ce que la mixité est bonne dans une organisation ? Pourquoi il faut se méfier des qualités sexo-spécifiques comme du sexisme bienveillant, comme des stéréotypes dont les hommes sont victimes, mais pourquoi en même temps il faut promouvoir les femmes? Et donc convaincre, faire des campagnes et lutter contre les stéréotypes. Et puis surtout, je crois, savoir que ça marche toujours sur deux pieds. Il y a des actions collectives, mais il y a aussi des actions individuelles. Et se rendre compte que soi-même, on doit se mettre en ordre de bataille. On doit devenir des vigilants de l'égalité, soi-même, individuellement, et puis collectivement. Et si soi-même, on ne se dit pas « je suis responsable, moi, de l'égalité du monde dans lequel je vis », ça va beaucoup moins vite. Merci. Muriel de Saint-Sauveur, sur cet aspect de convaincre, justement, vous qui êtes responsable de la diversité chez Mazars, comment on convainc à la fois dans le monde du travail et parmi les femmes que vous avez rencontrées pour votre ouvrage. Voilà, elle est où cette force de conviction? Vous disiez dans une interview que j'ai lue de vous que votre erreur, entre guillemets, était de ne pas avoir assez inclus les hommes. Justement, alors est-ce qu'on n'en est pas là justement dans le fait de convaincre? Qui doit-on convaincre? Je crois qu'on doit convaincre les deux. Et c'est vrai que j'ai dit ça parce que nous avons commencé chez Mazars en travaillant sur les femmes, en créant un réseau de femmes, en travaillant sur le congé de maternité parce qu'on s'était aperçu que dans tous les pays, ce n'était pas forcément bien géré, en travaillant sur le retour, la parentalité, mais on n'avait pas inclus dans la réflexion les hommes en pensant que les femmes avaient besoin d'un espace de liberté pour s'exprimer. C'est vrai qu'elles ont besoin d'un espace de liberté pour s'exprimer et ce réseau demeure. Mais si on n'inclut pas les hommes dans la discussion, on n'évoluera pas. C'est très long, parce que comme le dit Brigitte, on fait appel à des stéréotypes qu'on ignore soi-même, qui sont ancrés très profonds et qui ne vont pas changer du jour au lendemain. C'est une action donc quotidienne de sensibilisation, d'autant que ce thème, vous allez le vivre d'une certaine façon, vous, moi, dans la salle, on va avoir X personnes qui vont le vivre différemment, et dans le monde encore. Donc, dans un groupe international, c'est encore plus complexe. Et ce que l'on commence à faire aujourd'hui, c'est inclure les hommes dans le débat, parce que je pense que les hommes et les femmes ne savent plus très bien où est leur position. C'est-à-dire que les hommes étaient seuls dans l'entreprise, et c'était leur lieu unique où ils avaient le pouvoir. Ils sont en train de partager ce pouvoir.
partage, il est là. Il commence par ça. Et puis à la maison, ils étaient le chef de famille, mais la femme était chez elle. Et la femme, elle doit aussi partager ce pouvoir. Et là, mesdames, nous ne sommes pas toujours très bonnes. Parce que beaucoup d'entre nous considèrent que finalement, on va mieux le faire. Et on s'enferme soi-même dans un rôle. Non, non, je vais le faire. Vous voyez dans quoi on fait tout. Donc, il faut aussi laisser l'homme rentrer dans cet espace féminin. Et c'est en train de commencer aujourd'hui. Donc, on a fait, par exemple, chez Mazars, un débat sur la parentalité. Il était plein. On ne l'imaginait pas du tout. Parce que c'était des jeunes hommes et femmes qui venaient discuter de quelque chose d'évident pour eux. Donc il faut mettre des actions en route, il faut sensibiliser, il faut mettre des mesures et des indicateurs, parce que je suis d'accord avec Brigitte, on ne va pas mettre des quotas forcément dans les entreprises et leur dire demain il faut 30 personnes, parce que si on a que 25, on ne va pas être traumatisé, mais il faut des indicateurs tous les ans pour montrer aux directions, c'est-à-dire au président, au board, où on en est, quels sont les freins, et pouvoir agir l'année d'après. Parce que c'est quand même un process qui est compliqué dans une entreprise, dont l'objectif au départ est de gagner de l'argent. Dans une période de crise, elle est quand même soumise à un certain nombre de stress et de problèmes, et il faut qu'elle inclue ce sujet comme un sujet stratégique. Ce n'est pas un sujet de com, de RH ou de quiconque. C'est un sujet qui doit être pris par l'entreprise, comme il doit être pris dans la société par tout le monde. Alors justement, sur cette question des femmes, on va dire, qui ne lâchent pas, Jean-Claude Kaufmann, je ne peux pas résister à l'envie de vous poser cette question, parce que vous disiez tout à l'heure, oui, le partage des charges, etc., mais on le sait, nous les premières, qu'on a du mal à lâcher parce qu'on trouve qu'on fait mieux. Donc c'est difficile quelquefois pour nous. C'est pas qu'elle ne lâche pas, c'est beaucoup plus grave que ça. Alors, on le voit bien dans le débat, tout est relié entre le domaine de l'entreprise, le domaine public, le domaine politique, et puis ce qui se passe dans le couple, dans la maison. Et là, c'est phénoménal, les évolutions qu'on est en train d'observer. Effectivement, il y a encore 30-40 ans, l'homme était le patriarche, le porteur de l'autorité, même s'il déléguait un petit peu l'autorité pratique à sa femme, c'était lui officiellement, en arrière-plan, le porteur de l'autorité. Il y a encore parfois certaines mères qui n'ont pas saisi totalement les évolutions et qui des fois disent au môme qui est un peu turbulent, si tu continues comme ça, je vais le dire à papa. Et là, il y a le môme qui regarde, parce que papa, ça ne lui fait plus peur du tout maintenant. J'avais fait une petite enquête sur les petits agacements dans le couple. Alors déjà, une indication, j'avais lancé des appels à témoignages, j'avais des cohortes de femmes très agacées, et j'arrivais pas à avoir de témoignages d'hommes. Impossible, j'ai lancé des appels à témoignages en direction des hommes, j'en ai eu très peu, et qui m'ont dit, si, il y a des choses qui m'agacent, il y a ceci, il y a ça. Je préfère ne pas en parler. Parce que le principal, c'est pas qu'elle m'agace, c'est qu'elle me fatigue. J'ai l'impression de faire des efforts, d'avancer, et j'ai une tornade chez moi qui a des projets, des rêves, qui chamboulent tout. La maison est un nouvel univers qui avance de partout sans cesse. Il faut voir que les femmes, depuis un siècle, sont dans une trajectoire ascendante. Elles ont acquis cette autonomie par le travail. Elles ont acquis, même si on n'est pas à l'égalité, il y a cette trajectoire, cette force qu'elles ressentent en elles, et on le voit dans les études, je dirais, qui sont faites sur les postures corporelles, entre les postures dans le début du XXe siècle et les postures d'aujourd'hui, qui impressionnent même les hommes. Donc elles sont dans cette trajectoire ascendante. Les hommes, je ne dirais pas descendante, mais ils n'ont pas eu à conquérir les mêmes le nouveau territoire, c'est le ménage, etc. Donc ça les enthousiasme moins. Et cette énergie nouvelle des femmes, elles continuent à le développer dans la maison. Donc tout bouge, elles sont en pointe partout. La tenue de la maison, la tenue, c'est le ménage, tout ça, il y a des exigences très fortes. C'est aussi la transformation, la décoration. Elles se surinvestissent dans le bricolage, la décoration, etc. C'est le couple. Alors le couple ne doit pas être plan-plan. Il doit y avoir des moments d'attention à l'autre, de conversation, de compli. Et puis alors dès qu'il y a les enfants, alors là ça explose. L'enfant arrive, alors là ça rigole pas. Son avenir est en jeu. Il y a un surinvestissement au point d'oublier sa propre identité, ce qui fait que, par exemple, passer le balai, le travail du linge, il y a un héritage historique très lourd, je ne vais pas développer, mais qui fait que, effectivement, l'homme, c'est toujours mal fait. S'il fait une pile de linge, ça va être tout tordu. Si en plus il a compris le truc, il a fait encore un peu plus tordu, et la femme reprend en charge la pile de linge. Donc tout ça, là, il y a un mécanisme très net. Mais par exemple, le suivi scolaire, là, il n'y a pas cet héritage différentiel. Donc les hommes pourraient très bien faire le suivi scolaire à la maison. Donc ils sont à 10% du suivi scolaire à la maison. Alors pourquoi ? Et souvent, les mômes, ils ne détestent pas, ils aiment bien. Ils disent, on a fait les devoirs avec papa. Et maman dit, avec papa, ça ne compte pas.
Avec papa, on rigole. Avec maman, on va revoir 2 fois, 3 fois, 10 fois parce que l'avenir est en jeu. Et c'est les femmes qui portent l'autorité dans la famille. C'est extrêmement clair. Ce sont elles qui portent l'autorité. Et les hommes ont glissé dans un nouveau rôle. Et par exemple, le motif d'agacement principal des femmes qui me disaient, c'était d'avoir l'impression que leur mari était un 2e ou un 3e enfant. Qui jouait avec les enfants, qui rigolait, qui avait le feeling. Les nouveaux pères, c'est pas du blabla, parce qu'ils ont ce feeling, parce qu'ils sont dans la même culture que les enfants. Si les enfants sont des garçons, ils vont d'ailleurs jouer avec les mêmes instruments, des écrans, des ballons, etc. Et quel est le rôle des hommes dans la famille? C'est d'installer tout de suite une atmosphère de bien-être sans prise de tête, avec une dose d'humour. Ils dédramatisent tout, ils dégagent en touche, etc. On ne va pas se poser de problème. Donc ce qui est l'agacement principal des femmes, c'était de ne pas sentir une présence pour les aider dans un moment un peu difficile de sentir une responsabilité. Mais les hommes ont glissé dans un rôle de presque de statut d'enfant, dans la famille. Parce qu'évidemment, dans l'entreprise et tout ça, là, ils vont retrouver un tout autre rôle. Et là, les femmes sont en position subordonnée. Mais il y a une sorte d'inversion. Mais le problème, c'est qu'en se surinvestissant comme ça dans la famille, les femmes vont redoubler le plafond de verre vis-à-vis de l'investissement dans l'entreprise. Il faudrait qu'elles lâchent un peu. Voilà. Bon, on va lâcher. C'est une bonne idée. Moi, je suis d'accord. Alors, justement, Karine Guldemann, la directrice de la rédaction de Elle a écrit Pour en finir avec la femme, Valérie Toragnan. Et dans votre magazine, à la fois aussi, dans le travail que vous faites dans la Fondation, vous essayez justement de bousculer un peu cette espèce d'ordre, on va dire, dont parle Jean-Claude Kaufmann. Quel est votre point de vue sur ce qui vient d'être dit? C'est vrai que Valérie, elle a écrit un bouquin qui est assez dérangeant, comme ça, en première lecture. Déjà, le titre, Pour en finir avec la femme, c'était... elle a sorti ce bouquin il y a 4-5 ans, et c'est vrai que c'était un peu heurtant. Mais je pense qu'elle a fondamentalement raison, puisque je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face justement sur la face sombre des femmes. C'est-à-dire que on parle forcément des femmes avec une vision un petit peu angélique. On dit par exemple les femmes ne font pas la guerre parce que c'est elles qui donnent la vie. C'est totalement faux. Les femmes font la guerre, la font quelquefois de façon beaucoup plus cruelle que les hommes. Et il suffit de regarder, même dans les faits, parce que c'est vrai que j'essaye en fait de raisonner sur les faits. Si on se souvient par exemple en 1994 du génocide qui s'était passé au Rwanda, parmi les premières inculpées au tribunal pénal international pour génocide et crimes de guerre figure une femme qui était à l'origine de la planification du massacre des Tutsis. Donc les femmes ont une face véritablement sombre, même si elles sont minoritaires, ça existe. Elle fait référence aussi, Valérie, à un autre exemple que je trouve assez édifiant, c'est la femme kamikaze. La femme kamikaze, elle est apparue dans les attentats en Palestine, en Israël, elle est apparue en Tchétchénie, on se souvient de la prise d'otages, notamment dans le théâtre. Et la femme kamikaze, qu'est-ce qui se passe? En fait, la femme kamikaze, elle se fait sauter, et la première réaction, souvent, c'est de dire « la pauvre, elle est une victime ». Quand un homme kamikaze, on ne dit pas « le pauvre, il est une victime », on dit d'abord « c'est un assassin ». Et notre cerveau est tellement formaté sur le fait que les femmes sont innocentes et sont généreuses et sont altruistes que la femme kamikaze, elle est d'abord une victime. Qu'est-ce qui a pu la mettre dans cette situation de désespoir qui fait que finalement, elle est d'abord une victime, même si elle cause la mort et qu'elle se conduit comme un assassin? On rappelle la phrase tout à l'heure de Najat Vallaud-Belkacem, la femme est un homme comme les autres. Alors c'est vrai que cette face sombre, elle existe, qu'elle est minoritaire, mais je pense qu'il faut quand même bien la prendre en compte. Par contre, ce que je voulais expliquer, c'est que moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'en situation de grande tension, par exemple en situation de conflit, les femmes sont effectivement formidables. C'est-à-dire que si on prend le sujet de la guerre, par exemple, en général, les femmes sont absentes de la guerre, elles sont victimes, elles sont à la maison, elles relancent, elles s'occupent des dispensaires, elles s'occupent de protéger les enfants, etc. Et quand on arrive aux négociations de la paix, elles sont souvent absentes, on ne les retrouve pas. Sauf que finalement, on est en droit de se poser la question de est-ce qu'elles n'auraient pas le droit d'être là? Et il y a certaines femmes en Afrique qui ont pris le taureau par les cornes et qui se sont inscrites dans les négociations de la paix. Je pense à la création de 2 mouvements.
il y a eu la création du mouvement des femmes pour la Mano River. Ce sont des femmes extraordinaires, ce sont des femmes guinéennes, ce sont des femmes sierra-léonaises et des femmes du Libéria qui étaient déjà organisées en coopérative et en association, qui militaient pour le droit des femmes. Et puis elles se sont dit, en regardant, que les hommes n'arrivaient absolument pas à arriver à des négociations de paix, à la signature d'accords de paix. Et elles en ont créé ce mouvement. Et elles se sont invitées de façon assez brutale aux négociations de paix. Et puis elles sont restées, elles ont insisté, elles ont finalement été reconnues comme déléguées, comme participantes officielles aux négociations de la paix. Et c'est grâce à elles que finalement les accords de paix ont été signés. Je voudrais rappeler aussi la femme qui a été, une des 3 femmes qui a été récompensée l'année dernière par le prix Nobel de la paix, cette femme libérienne, qui, elle, on l'appelle la guerrière de la paix, a lutté avec ces femmes en blanc en incitant les femmes à prier contre la guerre. Elle a même été jusqu'à faire la grève, à demander à ce qu'on fasse la grève du sexe, pour que finalement les hommes, alors c'était un peu idéaliste, les hommes arrêtent de faire la guerre. Mais finalement, elle a réussi, et c'est vrai qu'elle a contribué à la signature des accords de paix, et qu'elle et son groupe de femmes ont fait plier Charles Taylor, donc c'est pas rien. Donc ce que je voudrais dire, c'est que dans les faits, objectivement, localement, dans des situations bien particulières, le monde paraît meilleur quand les femmes s'en occupent. C'est vrai aussi que sur les questions de l'alimentation, sur les questions du microcrédit, sur tous ces points-là, quand on mise sur une femme, ça marche mieux. Maintenant, de là à généraliser, je ne suis pas sûre. Brigitte Grisi, avant de passer la parole au panel d'étudiants là, qui ont préparé des questions pour vous, vous vouliez rebondir? Oui, oui, je voulais juste... Bon, je partage absolument vos analyses, mais simplement, moi, je suis maintenant résolument du côté de ceux qui refusent de charger de culpabilité ou les femmes ou les hommes. Et c'est vrai que, même si à titre personnel, moi, je cultive mon incompétence ménagère, hein, ça c'est clair, c'est quelque chose d'ailleurs que je vous conseille très très fortement, ça marche très très bien, dire qu'on ne sait pas faire, c'est très bien, et ça je pense que les femmes ne le font pas assez. En revanche, je crois que si les hommes avaient vraiment voulu s'occuper de la famille, il y a longtemps qu'ils y seraient. Or, ils n'y sont pas. Et je pense que ce n'est pas seulement parce que les femmes ne veulent pas déléguer. On ne délègue une tâche que si on sait qu'en face, la personne le veut vraiment. Or, ils ne le veulent pas vraiment. Il n'y a rien de plus facile que de faire le ménage. C'est une des tâches les plus faciles à faire finalement, si on y pense bien. Il y a beaucoup de tâches très faciles, y compris dans l'entreprise, que l'on a ensuite affublé de tas de référentiels en tout genre pour montrer que c'était difficile, parce qu'on les paye, il y a des accrochages de classification, de rémunération, et c'est des tâches souvent peut-être plus masculines. Mais c'est facile. Les hommes, ils le feraient depuis longtemps. Et moi, j'aime bien votre expression quand vous dites se mettre en ménage pour une femme, c'est faire le ménage. C'est vrai, et ça c'est quand même un peu catastrophique. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle ne délègue pas, c'est parce que les hommes ne veulent pas. Et pourquoi? Parce qu'on est quand même dans un conflit de légitimité. Et je pense qu'il faut avoir une approche historique du problème. Les femmes, si elles sont, comme vous dites, merveilleuses par moment, si elles sont moins bonnes par moment, c'est qu'en fait, elles sont légitimes de fraîche date. C'est des nouvelles entrantes sur le marché de l'emploi. Les hommes sont légitimes depuis des éternités. Et donc, ils ont une forme de légitimité qui ne les engage pas à trouver de nouveaux modèles, qui ne les engage pas à prendre du risque. L'arrivée des femmes va les engager à prendre du risque. En revanche, les femmes, elles sont toujours dans la prise de risque. C'est consubstantiel à cette légitimité qu'elles doivent acquérir, parce qu'elles sont sans arrêt dans une sorte de conflit de légitimité. On leur dit qu'elles sont démissionnaires de la sphère privée si elles vont trop travailler, et on leur dit qu'elles sont usurpatrices de la sphère publique si elles accèdent à des postes de responsabilité extraordinaires. Et comme elles sont toujours soit dans le trop, soit dans le pas assez, elles sont toujours en mouvement dans la prise de risque pour essayer d'y aller. Et c'est pour ça qu'elles sont partout d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'elles sont bonnes. Et c'est pour ça qu'elles ont le droit d'être mauvaises. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, l'enjeu avec les hommes, c'est que petit à petit, ils vont prendre aussi ce risque parce qu'ils ont été en quelque sorte déplacés de leur fief légitime depuis si longtemps et ils vont être obligés de le faire. Et c'est dans ça,
dans ces déplacements qui sont en train de se produire que je trouve que réside tout l'avenir et l'enjeu de travailler avec les hommes pour qu'ils soient heureux dans les deux sphères. Je vous remercie parce que vous nous donnez... Voilà, bravo. Et c'est une excellente introduction aux questions qu'ont préparées les étudiants qui vont prendre maintenant la parole, les questions préparées par les étudiants de l'ISTH et de l'association Women's Up et le lycée Provence de Marseille. Je crois que vous avez un micro, les uns ou les autres. Voilà, on va vous donner un micro. Alors, moi, j'avais envie qu'on rebondisse tout de suite sur les propos de Brigitte Grésy, dans une question qui s'adresse à Jean-Claude Kaufmann au sujet de l'anecdote d'un membre d'un comité exécutif. Alors, celui qui a préparé la question, je l'invite à la poser. Parce que je trouve qu'elle fait bien le lien. Allez-y. Bonjour à tous, Mélanie Merlet de l'association Women Up. Alors effectivement, c'est une anecdote que j'ai moi-même vécue. J'ai eu l'opportunité d'interroger un membre du comité exécutif d'un groupe audiovisuel sur le sujet de la mixité et de la place des femmes dans leur entreprise. Et lui-même était convaincu qu'il n'y avait pas besoin d'avoir plus de femmes dans le COMEX, sachant qu'il y avait 10% de femmes. Parce que d'après lui, les valeurs féminines, donc je ne sais pas s'il y a des valeurs féminines ou des valeurs masculines, mais en tout cas, elles sont aussi bien portées par des hommes. Et donc je voulais savoir, vous, Jean-Claude Kaufmann, ce que vous inspirez cette réflexion et savoir si, avec de telles réflexions et surtout de telles réflexions à de tels niveaux des organisations, on pouvait avoir un petit espoir de construire un monde un peu plus féminin ou voilà, un peu meilleur, éventuellement meilleur. Ça, j'en suis pas sûre encore, mais éventuellement un monde un peu meilleur. Merci beaucoup. Claude. Alors là, on est dans un cas caractéristique et caricatural de machisme et de stéréotypes indécrottables, etc. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que les femmes entrent en guerre, voire jusqu'à la guerre du sexe ou je ne sais trop quoi. Enfin, dans l'entreprise, c'est autre chose. Mais là, il s'agit d'une lutte homme-femme parce que c'est un blocage qui nous renvoie trop loin en arrière. Heureusement, ces types d'attitudes, surtout avouées de manière aussi ouverte et il ne se rend même pas compte, je dirais, de l'aspect imprononçable de ces paroles, devient, à mon avis, relativement rare, et l'avancée est plus subtile dans ces mécanismes profonds qui reproduisent l'inégalité. Et vous avez eu raison de dire qu'il ne faut pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser les femmes, éventuellement ne pas culpabiliser les hommes, ça dépend de quelle situation justement dans laquelle on se trouve. Si on est dans une situation comme ça, il faut intervenir de manière très très nette. Parce qu'il faut comprendre que l'avancée vers l'égalité, j'ose même pas employer le mot total, est quelque chose de très difficile. Parce qu'il y a des mécanismes très profonds, très divers, mais qui sont tous convergents pour renvoyer les femmes à leur place, je dirais, qu'il y a une place subordonnée. Donc c'est très complexe. Quand on a des situations comme celle-là, ou plus grave dans des pays qui sont encore dans des rôles de domination masculine écrasante, il faut des interventions militantes de la part des femmes contre le pouvoir des hommes, etc. Il faut dans certains cas encore cette situation-là dans une société comme la nôtre, mais ce qui devient le plus important dans une société comme la nôtre, c'est la guerre contre soi-même. Des femmes contre elles-mêmes, contre les réflexes. Malgré soi, on se dit qu'il faudrait le laisser passer le balai de manière arrondie, mais c'est plus fort que soi, ça rend mal à l'aise, on va reprendre le balai quand même. Eh bien, dans ce petit geste se jouent beaucoup de choses. Petites choses après petites choses. Donc, guerre des femmes contre elles-mêmes et guerre des hommes contre eux-mêmes, bien sûr. Parce qu'il faut le dire, ils n'ont pas un enthousiasme délirant, ils ne sont pas très très motivés, donc il faut qu'ils soient un petit peu poussés. Il faut une tranquille mobilisation de la société. Il ne faut pas que la vie de couple devienne un enfer, une guerre permanente, mais il faut faire des efforts. Et ces efforts, c'est souvent contre soi-même, des deux côtés. Et c'est un jeu à deux. C'est ensemble qu'il faut se dire, l'égalité, c'est une grande idée, et c'est nous qui la construisons dans le couple de telle manière qu'il fonctionne. Bien sûr, également dans l'entreprise, parce qu'il y a des blocages et ailleurs, mais dans le couple aussi, et c'est tout le temps, tous les jours, que ça se joue. Oui, Karine Guldemann, vous vouliez rebondir là-dessus ?
Oui, je voulais juste ajouter, parler de la transmission mère-fille en disant aussi, il ne faut pas oublier. Alors moi, je suis un peu poil à gratter, provoque volontairement, mais c'est vrai que les femmes sont parfois leurs pires ennemis. Et leurs pires ennemis, c'est-à-dire que quand on pense à ce qui se passe entre une mère et sa fille, et je pense surtout à la situation au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, quand on est N-A-I-T, on est coupable quand on est une fille. Et qui vous répète ça sans arrêt? Finalement, c'est souvent la mère qui répète ces questions-là, ces problématiques-là. Donc, faut pas oublier non plus tout cet aspect-là, c'est-à-dire que pour une jeune femme, c'est compliqué d'aller chercher aussi toutes ces questions d'égalité, toutes ces questions de combat, parce qu'au-dessus d'elle, elle a une mère qui lui a transmis certaines valeurs qui étaient les siennes, qui avaient été autrefois transmises par leur mère à elle. Alors, c'est vrai que dans nos pays, en Occident, ces choses, on les voit de moins en moins. Moi, vraiment, sur le travail que je fais à l'international, sur le terrain, notamment dans certains pays arabes ou dans certains pays d'Afrique, au Pakistan, dans toutes ces régions du monde, c'est quelque chose qui ressort terriblement fort. C'est-à-dire que vraiment, les femmes sont quelquefois dangereuses pour elles-mêmes et la question de la transmission de la mère à la fille, c'est à prendre considérablement en cause pour les questions d'émancipation et d'égalité. Alors justement, il y a une des questions des étudiants qui s'adresse à vous, mais également on va la poser à Muriel de Saint-Sauveur sur l'aspect du genre, sur réussir professionnellement. Qui veut la poser? Ou si vous voulez, je la pose. Voilà. Bonjour, Aurélie Sykes de l'association Women Up aussi. J'avais une question sur justement l'identité masculine et sa redéfinition par rapport à l'évolution de l'identité féminine aujourd'hui, donc notamment dans un contexte professionnel. Et j'aimerais aussi insister, du coup, introduire les jeunes générations, parce qu'on dit souvent donc la génération Y est porteuse de nouvelles valeurs. En quoi pensez-vous que cette redéfinition féminine dans le futur va pouvoir porter ses fruits dans un contexte professionnel? Oui, alors j'ajoute pour compléter la question, parce qu'en fait il y en avait une autre, mais on va les lier du coup. C'était, pensez-vous que pour réussir professionnellement et à haut niveau, les femmes doivent nécessairement adopter les codes de la gente masculine, et ça vaut effectivement pour la génération qui va suivre. Alors peut-être Muriel de Saint-Sauveur? Surtout pas. N'adoptez pas les codes masculins. Pour répondre à Karine aussi, il y a plein d'optimisme dans certains pays, parce que moi je rentre du Pakistan. Au Pakistan, les jeunes diplômés, 70% sont des filles. Donc ça va changer, mais ça prend du temps. Alors nous avons mené chez Mazars une enquête sur la génération Y, DY, parce que c'est quand même vous qui allez faire le monde aujourd'hui. Nous, on est en train d'en discuter sur scène, enfin c'est fini. Donc pas tout à fait, fini, pas tout à fait, mais bon, s'il vous plaît. Disons que c'est quand même. Non, je viens de voir Edgar Morin tout à l'heure, donc il nous reste encore. Oui. Je garde espoir, mais enfin, je le mets dans cette génération qui est devant moi. Et nous avons mené une enquête dans 64 pays auprès de plus de 1000 jeunes pour comprendre quelles étaient leurs visions de la parité. Alors visiblement, vous vivez dans des univers mixtes, vous avez des éducations dans un univers mixte, votre famille, tout ça, c'est très simple. Là, il n'y a pas de problème. Sauf que vous considérez que c'est encore un challenge, la parité pour l'entreprise, à 77%. Ce qui veut dire que vous avez bien intégré que dans votre vie quotidienne, à peu près tout va bien quand vous êtes encore étudiant ou jeune diplômé, mais si vous rentrez dans l'entreprise, vous vous dites que ça ne va pas être si simple. Et lorsque vous êtes rentré dans l'entreprise, c'est-à-dire 2 ans après être rentré dans l'entreprise, là, vous trouvez que c'est encore plus difficile et le pourcentage augmente. Donc là, il y a une difficulté que vous avez bien comprise. Votre vision de l'entreprise, vous considérez que c'est un challenge et vous considérez qu'il faut énormément sensibiliser. C'est la première demande que vous avez faite dans l'enquête que nous avons faite. Nous avons demandé aux jeunes comment travailler sur la parité dans l'entreprise. Et ils ont répondu massivement, et les filles et les garçons ont à peu près les mêmes réponses, qu'il fallait sensibiliser, parce qu'il faut travailler sur les stéréotypes. Vous n'êtes pas tellement sur les quotas lorsque vous êtes des jeunes diplômés. Les filles sont à 35% pour des quotas. Sauf que, lorsque vous rentrez dans l'entreprise, 2 ans après, ce chiffre augmente et vous passez à 45%. Ce qui veut dire que lorsque vous rentrez dans le monde du travail, vos idées sont en train de changer. Et c'est là où nous devons travailler, parce que
il n'y a aucune raison que vous ayez encore cette idée-là. Donc c'est vrai que ça change lentement dans une entreprise parce que les processus sont beaucoup plus longs que nous dans notre vie, nous changeons rapidement, notre psyché évolue très vite. Dans l'entreprise, c'est toute une organisation, mais nous sommes en train de travailler sur ce genre de sujet pour faire changer les idées que nous avons de leadership, parce que comme disait Brigitte tout à l'heure, les critères sont encore des critères masculins, de durée de travail, de mobilité, et que nous n'avons pas encore intégré suffisamment que la femme arrivant dans le monde du travail, il faut bouleverser ceci. Et ce que demande la femme depuis un certain nombre d'années, vous demandez la même chose, c'est là où c'est intéressant, donc c'est aussi un mouvement de société. Les femmes demandent un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, pour travailler différemment, et vous demandez, filles et garçons, exactement la même chose, puisque votre priorité à la question qu'est-ce qui est important pour vous demain, c'est réussir votre vie, avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle, et en troisième, être indépendant financièrement. Je peux vous dire que ma génération, c'était être indépendant financièrement en premier. Et nous quittions rapidement la maison pour pouvoir être libres et indépendants financièrement. Vous n'êtes plus du tout dans ce schéma-là. Donc il y a un mouvement de société puisque les femmes et la jeune génération sont en train de demander un changement dans l'organisation. Que les entreprises sont en train, auquel les entreprises réfléchissent sur de la flexibilité, parce qu'on n'est pas obligé de rester 12 heures par jour au travail, on n'est pas performant, et il y a beaucoup de pays qui travaillent différemment. Les nouveaux outils, et vous êtes complètement baignés, vous, dans ces nouveaux outils technologiques, nous permettent de travailler ailleurs. Je sais que là, c'est un débat aussi, parce qu'on dit, on rentre dans la sphère privée avec nos outils professionnels. Moi, je considère que c'est une liberté, parce qu'au fond, on peut travailler où on veut et comme on veut. Évidemment, tout dépend de l'univers dans lequel nous sommes, mais dans un univers de services dans lequel est Mazars, c'est une liberté. Donc, c'est gérer le travail des gens différemment et surtout les évaluer sur le retour, sur le résultat et non pas sur le temps de travail. Ça, c'est un gros changement de mentalité. Alors, sur le changement de mentalité, je crois que les étudiants avaient préparé d'autres questions. J'essaie d'accélérer un peu, parce que si on veut que la salle puisse également participer, les étudiants ont préparé pas mal de questions et nous sommes tous assez bavards sur le plateau. Donc, allez-y. Que chacun puisse poser la question qu'il a préparée. Bonjour, Johanna, de l'association Women Up. Donc, cette question est dirigée vers vous, Muriel de Saint-Sauveur, et s'adresse à votre étude, donc votre livre. Je voulais savoir quelle réponse ou quelle tendance dans les réponses était vous a la plus surprise et pour quelle raison. Donc, dans le cadre de vos interviews pour votre étude, un monde féminin serait-il meilleur? Donc, s'il y avait une tendance qui vous avait vraiment particulièrement étonné, et pourquoi? Merci. Ce qui m'a étonnée n'est pas une tendance. Ce qui m'a étonnée, c'est que 100 femmes dans 33 pays qui étaient de niveaux totalement différents et dans des univers totalement différents se rejoignent sur une priorité. La même, c'est mettre tout l'argent de tous les pays sur une éducation à vivre ensemble. Et quand je dis ça, ça n'est pas une éducation à être diplômé d'une grande école. C'est apprendre à vivre ensemble. Et nous ne savons plus aujourd'hui comment apprendre ceci. Quelqu'un disait hier dans un des débats, apprendre l'humanisme. Eh bien, toutes les femmes, qu'elles soient suédoises, du Bahreïn ou d'Amérique latine, mettent l'accent là-dessus. Il y a un très joli proverbe que d'aucunes connaissent, ou d'aucuns, parce qu'il était dans le L de ce week-end aussi, qui dit « Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. » Parce qu'elles partent du principe que vous éduquez une femme, elle réintègre dans la famille tout ce qu'elle aura appris. Donc, elle va éduquer ses enfants, la santé va s'améliorer, et de fil en aiguille, vous allez améliorer tout ce qui fait la famille et la société. Donc, elles misent là-dessus, elles disent qu'il faut apprendre ce qu'est l'autre, ce qu'est le sexe, filles et garçons, les religions, les différences. Et petit, pas à 25 ans avec des cours sur le genre. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui m'a étonnée, c'est que toutes ces femmes se rejoignent sur cette priorité, qui est une priorité à moyen terme, à moyen et long terme, alors que le regard de l'homme, j'ai demandé à un sociologue de lire mon livre et de donner son avis d'homme, il était sur priorité à la science et sur le court terme.
Alors justement, il y avait une question sur est-ce que les femmes peuvent être porteuses de changements dans les mentalités, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que voilà, l'étudiant qui a sur les femmes accélérateurs dans le changement des mentalités? Bonjour, Rosemary Vial de l'association Women Up également. Donc c'est une question que je pose à Jean-Claude Kaufmann. Donc voilà, en fait, elle a déjà été dite par Sophie Peter. Donc les femmes seules peuvent-elles être, à votre avis, un accélérateur dans le changement des mentalités au travail, à la maison, dans leurs rapports sociaux? Et j'ai également une deuxième question. À votre avis, les femmes rêvent-elles en fait de devenir des hommes? Le tout début de votre première question, c'est les femmes seules. Les femmes seules, oui. Oui, oui, alors ça, vous avez tout à fait raison, parce que tant que la femme ne s'engage pas en famille, ça a été dit, les résultats à l'université sont meilleurs que ceux des garçons. Au début, dans l'entreprise, c'est quand même pas si mal que ça. Elles sont dans une possibilité, c'est la première fois dans l'histoire, de réaliser une autonomie et de développer une perspective personnelle beaucoup plus libre, beaucoup plus forte. C'est au moment où elles vont s'engager en famille que ça va se gâcher un petit peu, parce qu'elles vont avoir l'essentiel des activités, vont être moins disponibles pour le travail et vont, par exemple, entre 2 et 3 enfants, il faut savoir qu'entre 2 et 3 enfants, le choix de passer de 2 à 3 va changer totalement la vie pour les femmes. Ça ne sera pas du tout le même type de vie. Il faudrait peut-être l'indiquer pour qu'il y ait une conscience claire avant de savoir qu'on passe entre 2 et 3 enfants. Mais votre question, en plus il y avait 2 questions, avait une portée beaucoup plus large sur notamment, c'était aussi le thème du débat, est-ce que une société dominée par les femmes, ça changerait les relations humaines? Alors c'est très très compliqué de répondre à cette question-là, parce qu'en y répondant de manière rapide et simple, à l'évidence, c'est oui, parce que malgré toutes les limites qui ont été signalées, on voit bien que majoritairement, les femmes sont beaucoup plus porteuses de valeurs, ne serait-ce que par le care. Le fait qu'elles sont surinvesties dans le care, ce sont elles les individus pivots de toute la solidarité familiale, hein, que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des personnes âgées dans la famille. Parfois, une femme est libérée de la charge des enfants et juste après, il y a les parents qui deviennent dépendants et c'est à nouveau les femmes qui vont se surinvestir. Donc, elles sont surinvesties dans le relationnel, dans l'humain, dans l'affectif. Hein, elles réparent les bobos de la société, elles sont dans l'attention à l'autre. On va dire, bah oui, les femmes portent des valeurs qui sont différentes, plus humaines. Et il y a, ça a été dit par rapport aux nouvelles générations, une aspiration nouvelle à plus d'épanouissement de soi et d'humanité aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est un effet de génération. Parce que sur les enquêtes qui sont faites auprès des jeunes, il faut distinguer très fortement l'effet d'âge de l'effet de génération. Ce n'est pas la même chose. L'effet d'âge, c'est-à-dire, c'est parce qu'ils sont jeunes. Notamment sur la question, si on les interroge sur le partage des tâches dans le couple, et on dit oh, « ouais, c'est très bien, c'est égalitaire dans mon couple », quand on va les interroger 15 ans plus tard, ça va être très différent. Par contre, il y a des effets de génération, c'est-à-dire les nouvelles générations qui ont des nouvelles idées. Donc il y a ces nouvelles idées plus fortes aujourd'hui d'épanouissement de soi, de réalisation de soi, d'humanité. Simplement un mot, ça sera très caricatural, sur ces valeurs masculines et féminines. Oui, il y a une différence majoritairement, mais d'où ça vient ? Est-ce que c'est une différence de nature? Est-ce qu'il faut renvoyer à Mars et Vénus parce qu'on vient de 2 planètes? Moi, ma réponse là, très clairement, elle est non. Elle est non. Vous avez, j'ai cité les livres Mars et Vénus qui ont du succès, c'est pas pour rien, parce que leurs observations sont très justes, chacun se reconnaît sur les attitudes masculines, les attitudes féminines, mais la conclusion est fausse. La conclusion, c'est qu'hommes et femmes ont 2 cerveaux différents. Et même là, les spécialistes du cerveau, comme Catherine Vidal, montrent très bien comment c'est faux et comment, de toute façon, le cerveau est très plastique. Il évolue. Il y a par exemple des IRM qui sont faits qui montrent que le cerveau masculin et féminin ne fonctionnent pas de la même manière. Mais ce n'est pas la différence de nature qui explique ça, c'est la différence de jeu de rôle. Imaginons une scène, la femme qui revient du conseil de classe où on a proposé le redoublement de l'enfant. Déjà, c'est elle qui va au conseil de classe, elle revient toute énervée à la maison et demande à son mari ce qu'il doit faire. Et le mari dit oh, c'est pas trop grave, puis une année après tout. Et à ce moment-là, elle explose. Et si on fait un IRM à ce moment-là, du côté de la femme, il y a les électrodes qui vont dans tous les sens.
Et du côté de l'homme, il y a encéphalogramme plat. Mais ce n'est pas une différence de nature, c'est une différence de jeu de rôle. Et notamment, il y a Françoise Héritier qui a très très bien expliqué comment dans les premières sociétés, à partir d'une petite différence biologique, parce qu'il y a quand même une différence biologique entre hommes et femmes, il y a deux systèmes symboliques immenses qui ont été inventés, qui ont été créés par système d'opposition, opposant le monde de l'homme et le monde de la femme. Et du côté de la femme, tout ce qui était lié au liquide, notamment, d'où l'investissement plus tard dans les tâches ménagères. Du côté de l'homme, le feu, la guerre, etc. Et ces systèmes symboliques qui ont inscrit des stéréotypes. Et si on se rapproche plus près de nous, je termine, depuis 2-3 siècles, il y a eu l'invention du monde privé, qui n'était pas séparé du monde public avant 2-3 siècles. Et les femmes se sont surinvesties, c'était leur rôle dans le relationnel, dans la famille, dans les valeurs du care et d'humanité. Et c'est cet héritage très fort, très profond de 2-3 siècles qui s'épanouit et qui se réalise aujourd'hui dans ce qu'on appelle les valeurs féminines. C'est l'histoire des hommes et l'histoire des femmes n'a pas été la même. Aujourd'hui, ça tend à se mélanger, mais elle n'a pas été la même. Et il en reste des traces profondes dans le cerveau non conscient. C'est des traces qui ne sont pas biologiques, mais qui sont à évolution lente, très lente. Il faut des générations et des générations pour les effacer progressivement. Et là-dessus, si on fait cette réserve, oui, il y a des valeurs féminines qui pourraient, bien sûr, rendre le monde de demain meilleur. Oui. Et valeurs féminines qu'on retrouve aussi chez des hommes. Brigitte Grésy, vous vouliez réagir ? Je crois que nous vivons tous et toutes dans la peur de l'indifférenciation des sexes. C'est ça qui légitime des débats à n'en plus finir sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, et le queer se branche là-dessus, etc., etc. Et on n'en sort pas. C'est-à-dire que ce débat entre inné et acquis, on n'en sortira jamais, puisque la question, c'est le curseur. En quoi une petite différence biologique peut entraîner des différences de qualité, comportement, etc., ou pas. Et franchement, il n'y a aujourd'hui aucun homme de science ou femme de science. Il n'y a rien qui puisse nous dire très concrètement pourquoi des différences de gènes, de chromosomes, d'hormones feraient qu'il y a finalement des comportements sexués différents. Donc nous ne savons pas. Et c'est pour ça que moi, délibérément, je me mets de l'autre côté. Je me mets du côté de l'histoire, mais je me mets au côté de hic et nunc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe aujourd'hui qu'il y a une révolution économique, que les grandes organisations économiques où on cherchait des marchés, c'est fini. Qu'on est dans une spécialisation de niche, ça veut dire qu'il faut trouver en termes de fidélisation des clients, en termes de recherche, de collaborateurs, de recherche des talents, etc., une hétérogénéité des profils, et donc les femmes sont là, elles sont compétentes, on les prend. Il y a une transformation profonde des modalités du travail, avec la deuxième révolution, qui est la révolution technologique, comme l'a très bien dit Muriel. On ne travaille pas aujourd'hui avec des moyens de travail nomades, comme on travaillait autrefois, et donc le temps change. Il y a des révolutions sociétales énormes. Comme vous l'avez très bien dit, il y a des recherches de nouveaux équilibres, mais il y a aussi la fin des familles, la transformation fondamentale des familles, il y a le taux de divorce, il y a la substitution de ce qui était l'attrait du conjugal qui se transforme en question du parental, puisque les couples se défont, reste l'enfant, et qu'est-ce que je fais du parental ? Il y a ces métamorphoses totales qui font que de toute façon, les femmes, elles sont là. Et moi, je ne rentre jamais dans le débat des valeurs féminines et masculines parce que je n'y comprends rien. Je ne sais pas qui je suis. Je sais que je suis très contente d'être une femme. Je sais que je suis très contente qu'il y ait des hommes. Mais je ne sais pas qui est qui et je m'en fiche. Les valeurs féminines et les valeurs masculines, d'une certaine façon, on ne sait pas. Il y a une gouvernance qui est en train de changer. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument transformer les modalités de hiérarchie. L'autorité imposée, on n'en veut plus. On veut de l'autorité négociée. On met de la négociation. On sait bien aujourd'hui que dans le monde du travail, il ne faut pas uniquement une culture du chiffre. Il faut prendre en compte l'industria, le zèle que les collaborateurs mettent à faire leurs tâches. Sinon, c'est trop de stress au travail, de la souffrance et du suicide. On sait tout ça. On sait que le lien doit être pris en charge. On sait que l'équilibre, que le bien-être, que tout ça doit être pris en charge. C'est féminin ? C'est masculin ? Je n'en sais rien. Il faut que ce soit là. Et c'est ça qui est formidable aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui,
dans cette espèce d'ébullition de changement, il y a plein d'exigences nouvelles simplement dans nos modes de vie, devant lesquels femmes et hommes vont devoir se positionner différemment. Et là, tout est ouvert et tout le champ de la liberté s'ouvre. Et ça m'intéresse plus de dire ça que de dire qu'est-ce qu'une valeur féminine, qu'est-ce qu'une valeur masculine. Mais parce que je n'arrive pas à le penser. Merci, merci. Vraiment bravo. Et je crois qu'on peut vous applaudir parce que... Voilà, je pense que des propos réconciliateurs et on gardera l'idée de la peur de l'indifférenciation des sexes. Je crois que c'est très juste ce que vous venez de nous expliquer et c'est vrai que c'est ce qu'on sent à chaque fois qu'on débat de ces questions-là. On va encore prendre une question d'un étudiant et donner la parole à la salle parce que je vois que le temps tourne, que nous sommes bavards, tant mieux, ça prouve qu'on s'intéresse et que nos intervenants sont passionnés, mais on m'a demandé de terminer à l'heure et on terminera à l'heure. Donc bonjour, Hugo Saadi, donc membre de l'ISTH. Ma question s'adresse à l'ensemble du groupe. Et ce serait, avant de penser à un monde au féminin, n'est-il pas indispensable de revoir le regard porté sur le combat des femmes et l'émancipation de ces dernières? On l'a vu récemment avec le groupe suédois IKEA qui a retiré les femmes de son catalogue en Arabie Saoudite. Vous voulez peut-être répondre, Karen Gildemann, à cette question? Je peux essayer en tout cas. Non, parce que c'est pas... Oui. C'est quoi la question exactement d'ailleurs? Le regard qu'on a sur l'émancipation des femmes. Moi, enfin, cette histoire d'émancipation des femmes, elle s'est faite, c'est vrai, en 3 temps. Monde, hein, dans le monde. Oui, là on parle l'histoire d'IKEA, moi je suis pas très à l'aise avec cette histoire d'IKEA parce qu'en même temps je comprends et en même temps c'est inadmissible. C'est-à-dire que je comprends l'histoire. C'est-à-dire que s'ils veulent vendre des meubles Ikea en Arabie Saoudite, il ne faut pas de femmes sur les catalogues parce que ça ne marche pas comme ça. Alors, on n'est pas d'accord parce que c'est dégueulasse, sauf que on va le dénoncer ici. Qu'est-ce que ça va changer là-bas? J'en sais rien. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Donc, changer le regard sur cette... Voilà, je ne sais pas vraiment répondre à cette question-là, par exemple, sur l'histoire d'IKEA. Jean-Claude, vous aviez envie de... Oui. Non, c'est juste un petit mot. C'est la question derrière. Est-ce que les valeurs de la démocratie occidentale sont des valeurs universelles, quoi? C'est ça la question, face à non pas des situations, des contextes différents, mais d'autres cultures qui veulent affirmer leur légitimité. Donc là, il y a un immense débat. Je ne sais pas si on l'attaque maintenant, hein, parce que... Non, on va le laisser pour la Cité de la Réussite de l'année prochaine, d'accord ? Et on remettra ça l'année prochaine. On prend oui. Que nous, il y a une différence entre les pays européens où on est dans ce 3e niveau que Sophie a introduit d'égalité, parce qu'on a une 3e génération du féminisme, mais vous l'oubliez dans bon nombre de pays. Moi, je vais intervenir bientôt en Russie. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas vécu, qu'ils sont en train de commencer à vivre. Donc, il n'y a pas de réponse par rapport au monde. Il y a des degrés totalement différents. Alors, j'invite la salle maintenant à participer. Je sais qu'il reste peu de temps, mais ceux qui ont envie de poser... Oui, monsieur, une question. Je ne crois pas trop aux quotas et à la discrimination positive, personnellement. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas espérer un équilibre en redonnant aux valeurs républicaines et scientifiques beaucoup plus de poids par rapport aux religieux? Parce que je suis très étonné que dans toute la matinée, on n'ait absolument pas abordé le religieux, sauf à l'exportation. Je crois que le poids de l'héritage religieux est énorme dans cette discrimination homme-femme. Brigitte Grisi, vous voulez répondre au poids du religieux dans la discrimination? Là encore, c'est un débat immense, parce que le religieux n'est pas un. Donc je crois qu'effectivement, en fonction des grandes religions monothéistes, la place des femmes est très différente. La religion majoritaire de notre pays interdit que les femmes soient des officiers du culte. C'est quand même déjà quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai qu'une civilisation judéo-chrétienne qui distille beaucoup aussi la notion bon, à la fois d'amour du prochain, mais de faute et de culpabilisation qui est souvent mise sur les femmes, ne va pas dans le sens d'une forme de libération de tous les possibles du côté des femmes. Mais c'est un sujet extraordinairement compliqué, hein, c'est-à-dire que je crois que là, il faudrait parler quid de l'islam, quid des grandes religions. Alors, en revanche,
Moi, je crois qu'il faut, sur cette question de quotas, il faut faire quand même dire clairement les choses. Les quotas, c'est quelque chose dont on pense que c'est vraiment l'indicible, c'est le mal par excellence. Mais il y avait des quotas non dits, c'est-à-dire que notre civilisation démocratique occidentale a été fondée pendant des siècles sur des quotas masculins non dits. La cooptation masculine, qu'est-ce que c'est, sinon de la discrimination positive à l'égard des hommes, mais non dite. La différence des quotas, les quotas, c'est des choses obligatoires. Il faut faire très clairement les choses. Ce n'est pas des objectifs chiffrés de progression, c'est obligatoire. La différence des quotas, c'est qu'il faut les prendre dans une acception européenne, c'est-à-dire que c'est pour une période transitoire. Et puis, ça n'est jamais pour promouvoir une idiote au détriment d'un bon. C'est pour promouvoir des gens à compétences comparables. Et quand ils sont à compétences comparables, on privilégie la candidature sous-représentée, et en général, c'est des femmes. Donc il faut faire attention, le quota, ce n'est pas le mal absolu, c'est simplement formaliser et mettre sur le devant de la scène une pratique occulte qui a existé pendant des siècles. Et quand on formalise une procédure, du même coup, on est obligé de poser sur la table toute une série de questions, c'est-à-dire, c'est quoi ce métier qu'on veut faire, c'est quoi le vivier, où est-ce qu'on va chercher les gens, qu'est-ce qu'on leur demande, etc. Je voudrais passer la parole à un étudiant du lycée Provence de Marseille, voilà, qui a fait le voyage pour cette cité de la réussite. Bonjour. Je me demandais en fait si un monde meilleur au féminin ne serait-il pas la dernière utopie d'une société en quête de sens et de réconfort maternel dans un contexte de crise. En fait, les hommes et les femmes ont peut-être la même capacité, la même habilité à nous conduire vers un monde meilleur, et ne pensez-vous donc pas qu'il ne soit juste contraint par un modèle d'éducation ou victime de stéréotypes? C'est une très jolie question de fin de débat qui reprend bien un peu tout ce qu'on s'est dit. Jean-Claude Kaufmann, je vous vois sourire. Oui, mais je vais un peu détourner la question pour y répondre légèrement différemment. Oui, on est en recherche d'utopie dans notre société d'aujourd'hui. On sent bien que notre civilisation... Pourquoi tout le monde se fixe le bonheur comme objectif de vie? C'est parce qu'il est difficile à réaliser aujourd'hui. On est dans une société qui épuise l'individu, qui le fatigue, qui le stresse, qui l'angoisse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on réfléchit bien, peut-être que ça remet en question la place de l'économie dans la société. L'économie est devenue non seulement la science dominante, mais ce qui régule l'ensemble des activités sociales. On le voit bien aujourd'hui en tous les débats autour de l'euro, de la crise. Même l'espace du politique s'est incroyablement réduit. Ce sont les marchés qui décident. Or, petite remarque, mais qui me paraît extrêmement importante, l'économie repose sur une vision de l'homme. Une vision de l'homme très très claire, très simple. Pour les économistes, l'homme est un individu rationnel. En fait, ce n'est pas vraiment rationnel dans toute la grande rationalité de l'époque des Lumières. C'est un individu calculateur selon ses intérêts. Il prend toutes ses décisions par rapport à son intérêt personnel, donc égoïste en arrière-plan. Et comme cette vision est très simple, on peut l'introduire dans des équations qui s'autorégulent, des algorithmes très très compliqués, et ça fait une autogestion très fluide du système mondial, de la mondialisation. Et ça marche. Parce que l'alternative, c'est souvent des systèmes bureaucratiques dont on a vu les effets absolument désastreux. Ça marche, mais... Est-ce qu'on peut construire une civilisation sur le modèle d'un individu calculateur et égoïste? Non. Donc, du coup, chacun va construire sa petite utopie, construire son petit monde. Qu'est-ce que c'est le couple et la famille, même s'il y a inégalité, que tout n'est pas parfait, etc. C'est un petit monde qui fonctionne sur le modèle inverse de l'homme. Il faut le dire le mot, c'est un gros mot aujourd'hui, mais sur l'amour, tout simplement. C'est-à-dire l'oubli de soi, le dépassement de soi vers l'autre, qui crée le lien social. Parce qu'il n'y a qu'ainsi qu'on peut créer le lien social, en allant au-delà de soi. Et on crée ce petit monde dans l'amitié, dans l'associatif, dans l'humanitaire, mais surtout dans la famille. Et aujourd'hui, dans la famille, quel est l'individu pivot? Ce sont les femmes. Donc je réponds positivement à votre question. Oui, les femmes, à travers cela, sont porteuses de cette utopie alternative. Sauf que, en faisant ça, ça les piège dans un rôle d'inégalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, tout n'est pas à rejeter, parce que
l'investissement dans le monde de l'amour et de la famille est essentiel. C'est ce qui nous sauve aujourd'hui. Merci et bravo. Alors, on va prendre voilà, encore une ou deux. Ah oui, il y a plein de questions. Alors, allez-y. Donc, monsieur, des questions de messieurs. Allez, madame, allez. Voilà. Priorité. Je suis père de famille nombreuse, investi dans la réussite de ses enfants. Donc, je vis le même genre de discrimination à un degré peut-être inférieur et dans le monde professionnel. Et je me suis posé la question depuis toujours, comment se fait-il qu'il n'existe pas d'entreprise de femmes, les femmes créant leur entreprise, et dans ce cas-là, se placent dans le contexte et montrent la valeur de leur genre. Alors, il y en a, Muriel de Saint-Sauveur, justement, va vous répondre. Il y a des entreprises de femmes et des sociétés de femmes. Muriel. Il y a deux exemples. Il y en a un en Suisse, où il y a un homme, René Magli, qui affiche partout le fait de ne recruter que des femmes, et sa société est une société technique totalement ennuyeuse de construction, donc ça n'a rien de féminin. Et il affiche partout qu'il ne recrute que des femmes. Il a un homme, parce qu'il considère que les femmes sont plus sérieuses, vont être plus pragmatiques, vont être fidèles à l'entreprise, vont travailler en équipe. Premier exemple, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, je constate qu'il en existe un. Et puis nous avons chez Mazars des pays qui sont dirigés par des femmes. Je cite un exemple, c'est en Russie. Nous avons une majorité de femmes dirigées par une femme qui a 4 enfants, qui équilibre très bien sa vie et qui a fait en sorte que toutes les femmes que nous recrutions puissent équilibrer au fur et à mesure des enfants, des charges de travail, et moyennant quoi, ça se passe très bien, on a une excellente rentabilité. Donc ça existe. Monsieur, voilà, monsieur, et puis monsieur, et après, voilà. Allez, est-ce qu'on m'autorise à garder un peu de temps? Allez, parce qu'il y a plein de questions, c'est quand même dommage. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'égalité, donc l'égalité des tâches, des rôles ou des responsabilités. Je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas mieux de voir cette question-là sous l'angle de l'égalité des opportunités, et donc ça nous renverrait à la liberté de chaque couple de définir son équilibre conjugal comme il l'entend, parce que le risque, à mon sens, peut-être d'une égalité conçue de cette manière-là, serait d'arriver à un éventuel totalitarisme, j'emploie un mot un petit peu grave, mais avec trop de contraintes justement, alors qu'on pourrait arriver à une égalité globale dans la société, au sein des couples, dans laquelle chaque couple définit son égalité comme il l'entend, donc avec plus de liberté. Oui, où chaque couple invente son égalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Brigitte Grisi? Ouais. Oui, mais alors, quand je dis que l'égalité, on l'obtient par la contrainte, on l'obtient par la contrainte pour que les conditions de l'égalité soient réalisées. Mais l'égalité, ce n'est pas une feuille de route du genre, les hommes vont passer l'aspirateur tous les 2 jours, ils vont faire la vaisselle tous les 3 jours, etc. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est de mettre de la négociation partout. Il y a des études qui montrent que, y compris au sein des couples, les couples les plus égalitaires, c'est-à-dire là où il y avait de la négociation, c'était les couples qui fonctionnaient le mieux parce que finalement, c'était des couples où il y avait du dialogue, où il y avait du lien, où il y avait des choses qui se passaient au-delà même de l'amour, c'est-à-dire qu'on négocie aussi. Et donc, moi, je crois que les femmes, d'ailleurs, moi, je ne dis jamais la femme et l'homme, parce que les femmes sont extraordinairement différentes, les hommes sont extraordinairement différents. Et l'enjeu, c'est précisément que les appariements hommes-femmes dans les couples fonctionnent de telle façon qu'il y ait des conditions de la négociation conjugale. Moi, je crois beaucoup que dans un couple, il y a, pour la vie professionnelle, des temps de respiration différents. Il faut travailler sur des temps de respiration. Si c'est trop dur à un moment donné, une femme se met à temps partiel, eh bien elle se met à temps partiel. Il ne faut pas qu'elle ait sur le dos tous les gens qui lui disent « attention, tu vas à temps partiel, ta carrière est foutue ». Sur 40 ou 42 ans de vie professionnelle ou 45, on a le temps de 1 an, 2 ans de respirer. On a le droit de se dire « je respire ». Et ensuite, c'est l'homme qui dit « moi je me mets un peu en retrait, maintenant c'est à toi ». Et je pense que les couples peut-être modernes, c'est aussi les couples qui instaurent la négociation, donc qui cassent les rôles préconçus et qui peuvent insuffler autre chose. Et c'est ça qui me semble important, d'autant plus que, je reviens sur ce que vous avez dit, moi j'ai fait une étude sur des hommes cadres en entreprise, ils étaient eux-mêmes, ils parlaient de ce qu'ils appelaient une double dépossession. Ils sont dépossédés
de la sphère professionnelle, parce qu'il y a la crise qui les met sur le carreau à la cinquantaine. Ils sont dépossédés de leur rôle de leadership parce qu'il y a les femmes qui arrivent. Et ils sont dépossédés de la sphère privée parce qu'au moment même où ils auraient un peu cette volonté de repos du guerrier, l'entreprise ne me donne pas toute l'assurance touriste que je voudrais, je reviens un peu me consoler, comme vous dites, au sein du couple. Eh bien, au sein de la famille, les places sont prises d'une certaine façon et ils ont du mal à retrouver ce nouveau rôle. Donc, on voit bien que c'est en ce moment que des négociations se créent. Donc il n'est pas question d'y avoir des choses qui sont comme ça, orchestrées, cadrées. Non, ce que l'on veut, c'est l'égalité. À quoi ça sert? L'égalité, elle est là pour donner les conditions de la liberté. C'est tout. Merci. Allez, on prend encore 2 questions et on arrête, monsieur et madame. Voilà, là, et puis, je suis désolée, on me demande d'arrêter et voilà. Catherine Ladouce, Lenovo. Je suis partenaire de la Cité. Je voulais, je dirais juste un commentaire, vous remercier d'avoir inscrit ce sujet à la Cité de la Réussite, car il est vrai, venant aussi du Women's Forum que nous parrainons, et où il est vrai 80% des panélistes sont des femmes. J'ai fait un peu l'exercice ce matin de regarder qui parlait à la Cité de la Réussite, et en fait, il y a moins de 15% de femmes qui interviennent dans les débats. C'est un événement magnifique que je connais depuis très longtemps, et donc ce n'est pas la faute des organisateurs, mais je pense qu'en tant que partenaire, il pourrait y avoir une motion pour faire en sorte qu'on puisse avoir plus de femmes, non pas obligatoirement sur les sujets liés à la diversité, mais réellement plus de femmes qui puissent intervenir dans ces débats culturels, politiques, scientifiques et autres. Car c'est là où ça démarre, et je pense que c'est toute une question de vigilance, de responsabilité, et je dirais, on parle de quotas, moi je suis à fond pour les quotas, et dans les événements, je voudrais juste vous ajouter quelque chose, vous savez qu'à Davos, le Forum économique de Davos, en fait, les partenaires peuvent inviter une femme supplémentaire, car ils ont évidemment 15% de femmes seulement. Oui, merci voilà. Pour vos précisions. On est d'accord, on en a parlé avec les organisateurs. Je précise d'ailleurs qu'il y a très peu de femmes qui animent les débats à la Cité de la Réussite. Je crois même être peut-être la seule sur un débat sur les femmes. Voilà. Donc ce sont des confrères journalistes masculins de télévision assez célèbres d'ailleurs qui animent les autres débats. Oui, monsieur. Oui, et ça va être là. Je suis désolée. Je vois des bras qui se tendent. Bon, alors, après on prendra. Je voulais aborder la question de l'homme au foyer. Donc, je la pose à vous, Monsieur Kaufmann. Que vous pensez-vous de l'idée d'avoir un homme au foyer? Donc, la femme qui travaille et l'homme qui s'occupe du foyer. Alors, je vais essayer de répondre. De répondre vite, parce que Muriel de Saint-Sauveur a un homme au foyer, elle aimerait bien répondre. L'homme au foyer, il va être victime d'un double langage, parce qu'il va être en apparence le héros moderne. Et tout le monde va le dire avec sincérité, extraordinaire, mais merveilleux, c'est le modèle absolu. Et puis, en même temps, comme il déroge tellement aux stéréotypes de rôle, ça va être du non-dit, des petites phrases mais qui vont apparaître, mais qu'est-ce qu'il a qui va pas trop, ça doit pas marcher très bien dans son entreprise, on va en discuter comme ça calmement à la dérobée. Donc c'est pas si simple du tout. Aujourd'hui, et très souvent en plus ce sont des séquences, et c'est extraordinaire cette séquence. L'homme va être au foyer, s'investir peut-être avec l'enfant en bas âge, et au bout d'un moment il va saturer par contre, parce qu'il va se rendre compte que c'est quand même compliqué au foyer, pas simple du tout. Il va être beaucoup moins motivé au bout d'un certain temps et il va revenir à son rôle. C'est plus simple d'être dans les rôles un petit peu classiques, je dirais traditionnels, parce qu'on n'a pas à s'expliquer du petit à côté qu'on a fait. Mais quand on peut le faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avancer dans cette société vers l'égalité, et ça demande des petits efforts, des négociations et de sortir un petit peu des clous de temps en temps. La liberté vers quoi nous voulons aller, c'est le partage, donc la liberté de choix. Eh bien, nous avons choisi dans notre couple, j'ai un mari qui ne travaille pas, qui est à la retraite, c'est moi qui suis dehors, et ça ne pose aucun problème. Donc c'est le respect de l'autre, le regard et l'échange qu'on a sur ce que chacun fait, et la valorisation du rôle de chacun. Il n'y a pas une dévalorisation d'être en dehors du monde social, et il n'y a pas une survalorisation d'être ici à vous parler aujourd'hui. Une dernière question et après on arrête. Voilà. Oui, ma question, elle était un tout petit peu un étonnement. J'entendais la dame qui disait je regarde dans la Cité de la Réussite, il y a essentiellement des hommes qui interviennent. Je trouve dommage que sur la scène aujourd'hui,
nous ayons eu un seul homme et non pas une mixité. Ça, c'est un premier point. Et j'ai été interpellée. J'ai eu très peur. Hein. Et il n'y avait pas à avoir peur, je crois, mais néanmoins, j'ai été un peu étonnée. Et le deuxième point, c'est que j'ai été un peu étonnée aussi sur le côté. Je rejoins tout à fait la notion d'archaïsme, de choses qui sont inscrites profondément en nous. J'étais un peu étonnée sur le fait que vous n'ayez finalement cité que l'importance de la transmission de la mère à la fille et non pas de la mère au fils. J'ai été étonnée de cela. Merci. Alors, d'une part, les sujets étaient très vastes à aborder et je pense qu'on a, chaque mère ici présente a bien conscience voilà, de ce qu'elle a à transmettre à son fils. Et pour reprendre à la fois les propos de Jean-Claude Kaufmann, à la fois de Brigitte Grésy et puis de Karine Butte. Je voulais juste te dire qu'on parlait est-ce que les femmes rendent le monde meilleur? Et j'alertais sur les histoires en disant que les femmes étaient quelquefois leur pire ennemi. C'était tout. Je dis pas que... Et puis, pour répondre à madame sur le plateau aujourd'hui, eh ben, moi, j'invite... les messieurs à s'emparer de ce sujet, parce que si on a les intervenants qu'on a aujourd'hui, c'est que ce sont les experts de la question identifiés par la Cité de la Réussite, et que bien sûr, on aurait été les premiers avis à avoir plus d'hommes sur le sujet. Donc si ces messieurs veulent bien s'attaquer au sujet, why not? On leur laisse la place, on travaillera avec eux, on sera ravis. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour ce débat. Je pense qu'on peut repartir avec les deux conseils de Brigitte Grésy et Jean-Claude Kaufmann sur le fait de à la fois balayer devant sa porte pour reprendre l'idée du ménage et puis de penser à la guerre contre soi-même, à nos petits agacements quotidiens, et que la parité et l'égalité, ça commence par soi. Bonne journée.